bienvenue. Aujourd'hui, Beit Cheikh Maison Poésie Farouara, c'est elle qui organise cet événement au diocèse pour Clary Saint-Denis. Nous invitons aujourd'hui, on a un invité de marque, M. Zolani Abdelzak, qui nous vient d'Alger, n'est-ce pas? C'est une première fois, je crois, et ça me fait plaisir d'avoir initié cette rencontre. Il va nous présenter une conférence intitulée Pluralité linguistique en Algérie et unité nationale, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Avant de commencer son exposé, sa communication, j'aimerais bien faire pour ceux qui ne connaissent pas ce grand monsieur, je vais faire une petite présentation. Une petite parce qu'il m'a envoyé un CV des plus riches. Croyez-moi, il est très riche et très long. Je vais essayer de choisir quelques stations, quelques éléments. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas choisi, mais pas important. C'est juste, c'est un choix. Alors, Doulaïr de Nasser, il est le grade actuel, c'est un professeur en sciences du langage et traductologie. Il est consultant professeur au master économie et prospective, professeur invité en sciences de l'éducation Paris 10 en 2003. Il est entre autres aussi directeur du Centre national pédagogique et linguistique pour l'enseignement du Tennessee. Il est docteur Sorbonne Nouvelle Paris 3 et il a présenté une thèse de discours idéologique arabe contemporain. Il a un magistère en linguistique. Quoi d'autre? Il est entre autres membre du prix Mohamedi de l'Académie de Mohamedi de Assajabad. Il est membre de l'Académie africaine des langues, président du point focal Afrique du Nord. Il est aussi président et organisateur de 13 colloques internationaux sur la normalisation de la langue tamazight entre 2006 et 2019. Rien que ça. Il a des dizaines de publications à son actif, pas la peine de les énumérer. Il a des travaux. Il a déjà écrit 3 titres. Les malaises de la société algérienne et je ne suis pas préparée. On se demande. Je n'aurai pas tout le monde tout à l'heure. Alors, ces travaux, alors il y a des dizaines de publications, bien sûr, mais aussi il a les malaises de la société algérienne. Voilà. Il a aussi pensé les langues en Algérie, c'est un essai. Il a aussi ce travail collectif multiculturalisme et unité nationale des langues et des cultures en Algérie, l'unité dans la diversité. Il a aussi le dictionnaire des langues de moindre diffusion de cadre tamazight en 2016. Un ouvrage aussi de Ferdinand de Saussure à Chomsky, essai de présentation critique des théories linguistiques en 2015. Il a aussi l'aménagement du tamazight en 2011. Culture populaire, culture nationale 2002. Et aussi, il a un c'est ça. Études
Merci pour cette présentation. Peut-être quelques corrections. Je ne suis plus membre de l'ACALAN depuis 2017. L'ACALAN, c'est l'Académie africaine des langues. L'Académie. Ils sont tous un peu cabossés. Micro. Ça marche pas? Ça marche bien? Non. C'est pareil. Donc, je crois qu'ils sont. Celui-là, je pense pas. Donc, je ne suis plus dans cette Académie africaine des langues depuis 2017 pour des raisons très simples. C'est que la CALAN, finalement, n'est pas une institution d'académiciens. Ce sont, disons, des chercheurs qui sont affectés pour représenter leur pays. Donc, ils ne représentent pas, ou eux, la science. Ils sont là pour représenter un pays. Donc, ils parlent de la politique et à partir de la politique de leur pays. On a essayé d'introduire avec d'autres collègues africains de changer un peu les approches. Ça n'a abouti à rien. Finalement, on peut faire un argent qui est réuni et un budget qui était dépensé de manière par moment confuse. En tout cas, on ne rendait pas compte de ça. Le plus important, c'est que je suis, comme cette conférence, je suis maintenant en train d'essayer de faire beaucoup plus la conclusion de ma vie universitaire, la synthèse de ma vie universitaire. Donc nous avons, avec mon ami Elkissem, on a un ouvrage qui probablement sera publié probablement durant ce mois de juillet en Angleterre, qui est bien sûr en langue anglaise et qui a réuni des chercheurs algériens, tunisiens, marocains, de la diaspora ou de l'intérieur du pays sur le conflit linguistique. Là aussi, évidemment, comme tout le monde peut comprendre, avec la présentation de certains de mes livres, on est un peu à la conclusion. On essaie de comprendre pourquoi y a-t-il conflit linguistique dans ces trois pays plus particulièrement, alors que c'est des pays qui se ressemblent énormément. Donc, cette conférence rentre, j'en ai 3 ou 4, elle rentre dans le cadre de cette tentative de synthèse et de compréhension de la manière dont sont abordées les questions linguistiques dans ces pays. Alors, on commence d'abord par affirmer que la situation sociolinguistique n'est jamais monolithique. Elle est toujours plurielle. Au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Libye aussi, mais c'est un problème un peu plus spécifique. Et d'où vient le problème justement de ce conflit? C'est parce que d'un côté vous avez la politique linguistique qui est monolithique et de l'autre côté vous avez la réalité qui est plurielle. Donc il y a conflit nécessairement et on a voulu à partir donc de postures idéologiques pour l'Algérie, il y a plus ou moins, c'est depuis 1926 et 1949, dans le PPA-TID, on a essayé en fait d'imposer une vision donc monoculturelle de la société algérienne. Et la société elle-même ne pouvait pas rentrer dans ce livre. Donc l'objectif pour les tenants si vous voulez, des pouvoirs publics,
c'était de faire en sorte que ce pluriel devienne nécessairement un. Donc, ça n'est pas une dialectique de l'un et du multiple, mais un truc complètement inversé. Il fallait que le multiple devienne un. Et cette question était posée à partir, si vous voulez, de postures politiques, donc d'unification. Même si on reste pluriel, il y a un risque de division, il y a une espèce d'approche très physiologique de la question linguistique et de la question culturelle. Donc, notamment, on nous a répété à satiété cette histoire de Faber-Castell de diviser pour régner. Donc, pour eux, le fait que la réalité, ça fait partie de notre idéologie, c'est la réalité. Le fait que la réalité soit plurielle était problématique et qu'il fallait absolument le supprimer. C'est pour ça qu'en fait, la planification linguistique ou la politique linguistique, je parle plus de l'Algérie, mais en fait, ça s'est passé à peu près de la même façon au Maroc et en Tunisie, c'est-à-dire les trois grands pays de ce qu'on appelle le Maghreb. Donc la planification linguistique a été essentiellement déréalisée. Donc elle n'était pas en rapport avec ce qu'il y avait dans la réalité. Donc, bien évidemment, quand vous êtes dans la société, quand vous êtes un élément quelconque dans la société, vous ne vous retrouvez pas, ni dans le discours politique des officiels. Et ça, c'est un peu malheureux de voir que le discours politique officiel partait dans un sens, c'est pas seulement le contenu, c'est la langue. Et que les représentations de la société allaient dans une autre. Donc il fallait qu'il y ait une solution pour cela. La solution pensée par pratiquement tous les intellectuels dits arabes de l'époque était l'unité arabe. Donc c'était le nationalisme et les autres théories des arabistes de gauche, etc., qui voulaient que les gens soient d'abord arabes et ensuite arabes, que les gens, par exemple, les peuples d'origine phénicienne oublient leur félicité, que les Égyptiens ne soient plus égyptiens mais arabes, que les Palestiniens soient arabes, pas de rapport avec les Cananéens, que les Amazirs soient seulement arabes et non pas amazirs. Il fallait absolument détacher les gens de ce qui faisait leur être réel. Le compte, c'est que dans cette volonté d'unification, on oublie que les représentations identitaires, elles ne dépendent pas seulement du discours officiel. Le discours officiel peut dire ce qu'il veut, mais la réalité, c'est elle qui s'impose. Moi, je suis chez moi, par exemple, je suis dans le capitule, je parle oranais, je parle mozambique ou autre chose. C'est ça la réalité, et c'est ça ma réalité. C'est là le domaine dans lequel je vis et en principe j'évolue. Donc quand on me dit vous êtes arabe, je me gratte un peu la tête et je me dis oui, arabe, ça signifie quoi? Ça signifie que moi je dois oublier. Donc en fait, ces discussions n'ont pas eu lieu. Les gens ne voulaient pas que les gens discutent de ces questions, ni scientifiquement ni autrement. Il fallait seulement appliquer des règles. Alors ça n'a pas seulement influé sur la société, ça a influé sur les gens qui sont aussi spécialistes du domaine, sur les sociolinguistes par exemple.
qui ne vous parleront jamais d'un élément qui est fondamental dans la méthodologie du domaine, c'est la notion de répertoire linguistique. Donc quand on dit répertoire, ça renvoie nécessairement au pluriel. Mais en même temps, ça renvoie à une réalité qu'il faudra accepter. Et non pas nier, parce que quand on la nie, elle ne change pas, elle reste là. Depuis le temps qu'on nie, par exemple, la majorité en Algérie et même au Maroc, ont utilisé encore davantage. Ils se sont révélés que très récemment. Le fait d'avoir nié ça, ça n'a pas empêché que ça existe. Que les gens ont continué à parler leur langue, que les gens ont continué à chanter leur langue, à chanter leur culture, etc. Donc c'est toute la question est là. Le divorce allait crescendo, chaque jour un peu plus. Et d'ailleurs, plus l'amélioration des conditions sociales et économiques des citoyens avançait, plus les gens s'intéressaient de plus en plus aux questions culturelles et aux questions identitaires. Donc, au lieu que les sociolinguistes attirent l'attention sur la notion de répertoire, et donc nécessairement l'oralité, eh bien, ils ont adopté des grandes lois sur l'arabisation édictées notamment après la réforme de l'école en 71 et les diverses lois de 93, de 95, etc. Donc, on commençait directement à parler de la langue arabe. Et on l'appelle langue arabe. Langue arabe, kafa. C'est-à-dire, on n'essaie pas de spécifier davantage. Je crois que là-dessus, dans ce livre, pour traiter des dénominations des langues dans le répertoire linguistique de la société algérienne. Alors qu'il suffisait tout simplement d'utiliser d'autres concepts de la sociolinguistique pour régler ce qui propose, je peux l'expliquer ainsi. Il suffisait tout simplement de dire qu'il y a des langues qui appartiennent à des domaines d'utilisation. C'est le domaine d'utilisation. Mais je l'ai existé avec. Donc, le domaine d'utilisation de l'arabe algérien, il est utilisé entre Algériens en dehors du domaine formel. C'est-à-dire en dehors de l'école, en dehors de la recherche, en dehors, etc. Dans les relations interpersonnelles. Bon, notre ami a postulé quand même cette idée en écrivant un roman Faïda en arabe algérien, donc il a fait rentrer l'arabe algérien dans un domaine qui ne lui était pas destiné dès le départ. Mais en gros, il y avait ces deux domaines. Donc l'arabe, que moi j'appelle scolaire, parce qu'il est utilisé à l'école et que sa normalisation vient de l'école. Donc l'arabe scolaire est utilisé uniquement à l'école. Et l'arabe algérien n'est pas utilisé à l'école. On peut le regretter, mais c'est ça la vérité, c'est ça la réalité. Si on allait travailler avec ces concepts, le concept de répertoire et le concept de spécialisation socio-fonctionnelle, on n'aurait pas eu déjà tous ces problèmes. Donc on aurait pu développer l'une et l'autre langue, sans qu'elles soient nécessairement en conflit. Malheureusement, toutes les lois qui sont parues durant les années 90 et après avaient visé de faire un nom algérien nouveau. À la Georgie, il y a même un chanteur, je ne me rappelle plus comment il s'appelait, on était un peu copains. À l'époque,
son nom. Mazouni. رجل جديد أنا الرجل الجديد هذا l'Algérien nouveau, c'est pas l'Algérien nouvelle, c'est l'Algérien nouveau à l'époque, il devait parler uniquement en arabe scolaire. Le Wahda al-Wataniya, elle était conçue comme une espèce de superposition, de confusion entre l'usage d'une langue qui est celle de l'école et bien évidemment la population a dit que l'identité, c'est la langue arabe et c'est l'arabité, etc. Et en plus, quand vous dites arabité, islamité, etc., ça renvoie à des substances. Donc ça essentialise le débat sur la culture, sur l'identité, etc. Et à partir du moment où on faisait la confusion entre les deux domaines, c'est le domaine, c'est la langue arabe scolaire qui est celle adoptée par le pouvoir, qui s'est imposée, qu'on a voulu imposer un peu en bousculant la réalité socio-linguistique du terrain et plus particulièrement l'écrasement de l'arabe algérien parce qu'il n'a aucune place, il n'est cité nulle part. Aucune loi ne le cite. Et le fait de ne pas le citer est en lui-même, si vous voulez, symbolique de quelque chose. C'est-à-dire, je ne veux pas te voir. Malgré le fait que tout le monde parle algérien, les gens qui ont gouverné ce pays ont parlé essentiellement l'arabe algérien, et parlaient même plus difficilement l'arabe scolaire. Mais non, il ne faut pas en parler, ça a fait, dans une certaine période, on avait des ministres, etc., qui s'exprimaient un peu comme des aphasiques. Pas à concevoir une idée. Donc ça a créé un réel malaise identitaire, comme je le dis dans mon premier livre. Il y a un malaise. Alors vous êtes algérien, vous êtes un citoyen, simple citoyen, vous parlez l'arabe algérien, vous parlez kabyle ou moussabite ou tachébite ou chaouia, etc., tachébite. Et on vous dit, mais non, vous êtes arabe et en principe vous parlez l'arabe. Parce que si vous ne parlez pas l'arabe, vous portez atteinte à l'unité nationale. Alors que vous êtes en symbiose, vous êtes en harmonie avec tous les peuples algériens. Donc le peuple algérien, moi, je partais du Tizi Ouzou, j'allais à Ouagla, j'allais à Rabdaya, j'allais chez nos amis Chaouia. Je venais souvent en Oran, j'ai rencontré de grandes personnes qui sont devenues des amis, n'est-ce pas? Je me sentais partout chez moi. En étant algérien, en parlant algérien, et l'arabe algérien, et en parlant aussi mon kabyle. Quand les gens ne parlaient pas kabyle, c'est pas tout le monde qui parle kabyle, ça c'est clair. Mais dans l'arabe algérien, c'est comme ça que j'ose l'appeler ainsi. C'est parce que quand moi je parle à Ouagla avec mon parler arabe de Tizi Ouzou, ils me comprenaient, je les comprenais. Il est évident qu'il y avait certains marqueurs régionaux qui posaient un peu problème à tous les locuteurs, mais en gros, on n'avait pas besoin d'interprète. Ça passait. Donc l'écrasement qu'a subi l'arabe algérien, mais aussi toutes les variétés des langues du groupe amazigh. Toutes les variétés. Donc, d'un coup comme ça, on vous dit, vous parlez amazigh, donc vous êtes nécessairement classé contre l'unité nationale. Je me rappelle dans les années 70, à la fac d'Alger, les gens portaient des chapeaux, je ne sais pas comment ça, des chapeaux de paille traditionnels. Des fois, ils mettaient avec le Z d'Amazigh, une manière d'afficher sa volonté d'être. Il est déjà
mais il a une volonté d'être et d'être reconnu par tout le monde dans sa spécificité. Donc, déjà, à les gens, rien que pour ça, ils étaient emprisonnés. Heureusement, on n'est plus là. On a dépassé cette situation, notamment depuis 1995. Alors, pour faire un résumé de tout ça, donc nous avons la langue de l'école, c'est ce que moi j'appelle l'arabe scolaire, d'autres l'appellent autrement, ils sont libres. J'ai l'arabe algérien qui est la langue la plus parlée en Algérie et même au Maroc, parce que j'ai oublié de vous dire, je partais souvent au Maroc et en Tunisie, on vous comprenait, on n'avait pas besoin. C'est vrai qu'il y a des différences. C'est clair déjà entre Alger et Oran, il y a des différences, n'est-ce pas, Chawala, etc. J'ai un peu oublié la journée. Il faudra que je fasse une révision. L'école. Comment vous dites l'école? كوليش كوليش حبيبتي كوليش سكويلا اسبانيول ليكول سكويلا Donc, je crois que c'est alors, sont dans le sang. Le sang. Comme ça? Ouais. Est-ce que vous m'entendez? Mais هو D'accord. Donc, non, il y a quelqu'un qui a des difficultés. oui. Moi, j'ai l'habitude de l'enseigner. Je commence à faire cette habitude d'ailleurs. Donc, il y a l'arabe scolaire, il y a l'arabe algérien, et il y a toutes les variétés donc, du groupe dit Taïmassine. Et la langue de l'école, c'était l'arabe scolaire. Il y avait bien évidemment la langue française qui était là et qui fait un peu partie de notre culture, de notre histoire. Donc les langues de l'école, c'est le domaine formel. Et les autres langues, ce sont des langues maternelles ou des langues premières. Donc, ce ne sont pas les langues du domaine formel, c'est les langues du domaine, disons, des relations personnelles. Vous voyez, quand on fait appel à l'appareil conceptuel de la sociolinguistique, on n'est plus dans le conflit. On a des choses très claires. Il y a des langues, plusieurs langues, et chacune est affectée, momentanément, ce n'est pas définitif, à une fonction sociale particulière. C'était, malheureusement, ça n'a jamais été vu comme ça. Aujourd'hui, si on ne passe pas déjà au niveau des chercheurs et des intellectuels à une reconnaissance d'un répertoire verbal qui est pluriel, on ne peut plus discuter, on ne peut plus vivre. C'est-à-dire qu'on serait dans une posture de substitution. L'attitude substitutive, les uns veulent substituer l'arabe à toute l'arabe scolaire, à toutes les variétés maternelles, et mieux que ça, on falsifie le discours sur l'arabe scolaire en disant que c'est une langue maternelle. Là, vous avez le conseil supérieur de la langue arabe pendant très longtemps, c'est des choses qui sont écrites. Donc, il y a leurs colloques. Ils vous parlent, par exemple, l'un de leurs colloques qui a été un peu pompeux, il disait اللغة العربية ودارجاتها. اللغة العربية, donc il y a une. اللغة العربية, c'est pas la langue de l'école, c'est pas la langue du domaine formel, c'est اللغة العربية.
Arabia, c'est Alif Lam, c'est-à-dire déterminé. Donc il y a un Al-Lugha, ou Al-Darijatuha, ou Al-Wa'amiyatuha, et il vous suggère deux choses qui sont tout à fait fausses, toutes les deux. Que ces dirigeants sont liés par filiation à cette fameuse loi arabiya, Fosha, etc. Or, il n'y a aucun sémitisant qui dit que ces variétés d'arabe, l'arabe syrien, irakien, égyptien, algérien, marocain, tunisien, etc., il n'y a aucun sémitisant, qui affirme une telle chose. C'est tout simplement une aberration. En réalité, toutes ces langues, y compris donc l'arabe de l'école, proviennent de la même famille grammairo-sémitique. Donc la parenté qu'il y a entre elles, entre toutes ces langues-là, c'est le fait qu'elles proviennent d'un fond grammairo-sémitique ancien. Mais aucune ne vient de l'autre. L'arabe algérien ne vient pas de l'arabe scolaire. L'arabe égyptien ne vient pas de l'arabe scolaire. Donc, on donne les sources directes, donc au niveau pratiquement de l'acadien. Et du fait qu'on a beaucoup insisté sur l'unité nationale, sur les langues nationales et la notion de langue étrangère, qui ne sont pas des définitions scientifiques, ce sont des définitions politiques. Ce qui est national, c'est en principe, c'est ce qui est parlé par la nation dans la nation, ou ce qui est ce statut officiel dans une nation particulière. La langue étrangère, c'est par rapport à la langue nationale. Tout ce qui n'est pas national est étranger. Mais ça, ce ne sont pas des définitions socio-linguistiques ou linguistiques, ou même pas sociologiques. Ce sont des définitions à caractère ontologique. Le fait d'avoir, pendant très longtemps, avancé dans cette optique d'unification a fait que les langues étrangères, dites étrangères, et qu'en principe on devait appeler les langues secondes par rapport aux langues premières qui sont les langues maternelles, on a considéré que c'était des langues qui étaient suspectes. Il y a une suspicion qui était portée sur le français, sur l'anglais, sur n'importe quelle autre langue, du fait même qu'elle soit étrangère. Donc, c'est-à-dire que la langue française ne peut pas être une langue de développement scientifique, culturel, etc. pour l'Algérie. Elle ne peut pas aider à l'unité nationale. La langue française serait une langue du colonisateur qui répond l'esprit de dépendance à la colonisation française. Avec ce discours officiel et le discours un peu dominant. La vérité, c'est que la révolution algérienne s'est faite en français, c'est pas fait en arabe. Un commandant de l'ALN nous avait raconté qu'ils avaient de grosses difficultés à traduire la déclaration du 1er novembre en arabe. Donc, depuis l'étoile nord-africaine, c'est le français qui est utilisé. Le PPRTD, c'est le français. Le FDL, c'est le français. C'est la langue française. Tous les textes de la révolution algérienne ont été faits en langue française et non pas en langue arabe. D'ailleurs, les gens qui utilisaient la langue arabe n'étaient pas impliqués dans la libération nationale. Vous savez, depuis le départ, c'est eux qui enseignaient la langue arabe, c'est eux qui défendaient la langue arabe, mais
il n'était pas impliqué dans la guerre de libération nationale. C'est pas moi qui le dis, c'est des historiens qui l'ont écrit. Et de ce fait-là, la langue par laquelle on a sorti le colonialisme français, il a fait face intellectuellement. Et par exemple, cette langue-là se trouve criminalisée comme une langue par laquelle est venu le colonialisme. Voilà un peu le paradoxe et ça renvoie aussi à ces deux concepts, cette dualité de langue nationale et de langue étrangère. Donc le fait d'utiliser seulement cet appareil conceptuel, on tombe nécessairement dans ce type de conséquences. Maintenant, il y a un problème qui relève du changement de l'aménagement linguistique, donc de la politique linguistique. Il y a des tâtonnements qu'il y a eu depuis 1995, on essaie, etc. Et d'une manière générale, disons qu'au moins au niveau du statut des langues, on a avancé par le fait qu'on a reconnu les langues nationales en 2002 et langue officielle en 2006. On ne s'était pas attaqué trop à la langue française parce que c'est un outil algérien, la langue française. Et même, d'ailleurs, il y a même des Français, des pur sucre, j'allais dire, le plus à fait, je ne sais pas, qui étaient engagés dans la lutte de libération nationale, soit politiquement, soit carrément en prenant des armes. La lutte de libération nationale n'était pas ni religieuse, ni ethnique. Elle a regroupé beaucoup de religions et beaucoup d'ethnies, mais évidemment, les Algériens n'étaient pas non plus monolithiques. Il y avait des gens européens, il y avait des... Donc, aujourd'hui, on a atteint un niveau de complexification de la question linguistique au point où le conflit risque d'aboutir à une espèce de désertification du champ culturel. Et pour éviter cela, on a besoin de reprendre donc la méthodologie des sciences sociales, de la sociolinguistique, de la linguistique, dans le domaine des langues, de la sociologie, de l'histoire, les autres volets. Et c'est ce type de discours qu'il faut peut-être promouvoir dans toutes les instances de l'État algérien et dans les moyens, les appareils idéologiques d'État au niveau de l'école. Vous savez, la dernière réforme qui avait été essayée entre 2014 et 2019 a échappé sur des questions complètement bizarroïdes liées à l'utilisation probable de l'arabe algérien. Mais l'arabe algérien, il ne devait pas être utilisé tout seul. Et ni à la place de l'arabe scolaire. Il devait être utilisé comme médiation première. Le premier pas de l'enfant à l'école se ferait dans cette langue à laquelle il est habitué depuis déjà le ventre de sa mère. Parce que même dans l'utérus, l'enfant apprend la langue de son maman. Ça a été prouvé par la neurolinguistique et en même temps par les moyens d'observation, l'IRM fonctionnel, qu'on n'avait pas à l'époque. À l'époque, il n'y avait pas de ça. Mais en même temps, il est nécessaire, par exemple, pour éviter des dérives qu'il y a eu dans la normalisation de l'internation. On a pensé qu'il ne devait y avoir qu'une seule norme linguistique. Ça, c'est une photocopie, un copier-coller de ce qu'il y avait dans le mouvement de l'arabisation. Au niveau de l'arabisation, il y a une oralité, il y a une
إله واحد كذا كان رسول واحد قرآن واحد. C'est-à-dire pratiquement une duplication de la posture monothéiste. قال لك لا نوطن يعني باش تكون أمة واحدة لازم تكون لغة واحدة. Il faut pour être juste dire que Herder, qui était un grand philosophe allemand, et lui aussi pensait qu'à une nation devait correspondre nécessairement une seule langue. Donc ce n'est pas seulement quelque chose qui a été inventé chez nous, c'est une fixation qui est liée à la formation des États-nations, peut-être à partir du XVIIe et du XVIIIe siècle. Donc c'est vraiment vieux comme il est. Voilà, donc on a pensé reprendre la même idée, la même posture qui était chez les arabisants, le mouvement d'arabisation, Centre Carib, etc. Elle a été reprise par le mouvement culturel berbère, avec par moments, selon les moments, certaines nuances. Le mouvement d'Avril 80 n'avait pas du tout cette idée. Il était dans la pluralité. Mais il n'est pas dominant. C'est pas lui, c'est pas l'idée qui en était restée. Donc on a voulu penser qu'il y avait une seule langue. Et derrière ça, il y avait une espèce de générosité. Au moins la palmeraie de Siouès jusqu'aux îles Canaries et d'Alger jusqu'au Mali et les pays d'Israël, nous sommes tous d'origine berbère. Tant qu'à faire, je me dis, c'est une langue unique. On va parler dans cette langue. C'est généreux, c'est très généreux. Mais c'est absolument contraire à toutes les théories linguistiques. Le principe de dialectalisation suit l'expansion territoriale. Nous avons un territoire qui fait des millions de kilomètres carrés. Déjà l'Algérie, on a 2,5 millions. Mais vous imaginez quand on mène la frontière égypto-libyenne jusqu'aux îles Canaries, jusqu'au... Je ne sais plus combien de millions de kilomètres carrés il y a, et les gens vivent très éloignés les uns des autres. Donc pour qu'une langue signifie, il faut qu'il y ait beaucoup de contacts. Il y ait une intensification des contacts, et les contacts sont sociaux, commerciaux, culturels, etc. Mais au Fdech, je ne sais pas pour vous, mais d'une manière générale, beaucoup d'Algériens ont vécu et ont disparu sans voir un Touareg. Et certains Touaregs sans voir quelqu'un d'Alger ou d'Oran. Enfin, peut-être qu'ils ont d'Oran, 100% pas les chevaux du Touareg. Mais d'une manière générale, les distances sont assez brutales. Vous prenez l'avion d'Alger jusqu'à Bâle, c'est à peu près, je crois, 2200 2000. C'est-à-dire autant qu'il y a d'Alger à Hétero. Il faut se représenter ces distances. Donc la dialectalisation fait partie de la nature humaine et des sociétés, et des langues. Il n'est pas possible que le Touareg, qui ont contact avec les langues du Sahel, avec les langues songhai, etc., il ne peut pas ressembler au Kabyle, qui lui est beaucoup plus en contact avec la langue française et la langue arabe, ou au Chaoui, etc. Donc en fait, ce sont des contextes sociaux et économiques, c'est-à-dire en gros transactionnels, qui font que les langues se rapprochent, ou là, elles s'éloignent. J'ai remarqué moi-même, j'ai fait un voyage en 86 dans le mois de Chélia. À un certain moment, il y a une dame qui m'a consulté avec les moyens du bord. Elle me dit, toi tu es un faux imbécile. Je lui dis, mais pourquoi? Tu ne manges pas piquant, déjà. Donc c'est un trait identitaire, il faut manger piquant. Voilà. Et deuxièmement, quand je te parle en chevalier, tu comprends difficilement. J'ai beau lui expliquer que moi j'étais kabylophone, mais je n'étais pas chevalier, elle ne voulait rien entendre. Pour elle, sa langue, c'est la langue.
Et c'est ça qui a fait, bien sûr, tous ces problèmes. Donc si on s'éloignait de ça, on accepte la variation déjà intra-dialectale, parce que moi je suis de la grande famille, dans la grande famille, on ne parle pas tous de même famille, on s'entend entre nous sans aucun problème. Mais vous allez, je disais à mes amis, Benidouala, le L ne le prononce pas. Benidouala, Abdiwala, Extoyus, Demzaya. On dit ça pour blaguer avec eux. Mais donc il y a une variation phonétique qui n'est pas celle du kabyle de Tizipzou ou de la Canadienne, etc. À Ifira, c'est le Z. Ils ne disent pas le Mlah, le Mali. Ils disent Zimzah. Ils disent Za. On ne dit pas Ihmli, on dit Ihmzi, Za. Donc, quand vous êtes comme ça, face à ça la première fois, vous êtes étonné. Et puis vite, vous placez ça et ça passe dans les communications. Quand vous allez dans Bjaya, Tichy, Aouras, etc., c'est le Tessahmit. Le Tessahmit, vous comprenez un peu, mais pas beaucoup, parce que le Tessahmit est en contact un peu avec le Sharia. Donc il y a un mélange de ce kabyle avec le Sharia. Donc lexicalement, déjà, il y a de grosses différences. On يقولوا أبقر ils ont يقولوا أكعمير. C'est pas le même mot du tout, c'est pas la même racine du tout. Donc l'idée d'avoir voulu imposer une seule norme pour le Tamazir, ce mot le Tamazir, avec un T majuscule, ça a provoqué un phénomène de rejet dans la société, y compris au Kabylie, mais ça a créé aussi un problème de rejet au niveau des autres régions. Dans les autres régions, on nous disait oui, on vous aide bien les Kabyles, vous produisez de la culture, vous vous aidez à défendre notre identité amazigh, etc. Mais quand même, nous on parle Touareg, on ne parle pas Kabyle. Quand même, nous, on est Mozambique, on parle Mozambique, on ne parle pas de Kabyle. Donc, essayez un peu de vous rapprocher de nos variétés. Quelqu'un dont la langue maternelle est le Mozambique, il est très heureux de voir sa langue reconnue par l'école, par les institutions de l'État auquel il appartient. Mais si tu peux une autre norme qui elle-même n'a pas été beaucoup contrôlée. Et depuis un certain temps, j'appelle au retour vers les langues maternelles, dans le domaine de ce que j'ai appelé tout à l'heure de Tamazigh comme nom de groupe, pas comme nom d'une seule langue. C'est un nom de groupe. Et ce groupe de langues, il doit y avoir, si on devait compter tous les détails, il doit y avoir quelque chose comme 17 variations en Algérie. Déjà au Maroc, il ne retient que 3. Mais en fait, dans le Rifin, il y a 7. Dans le Rifin, 15 là. Et ce n'est pas des gens qui acceptent ce qu'ils ont appelé l'amazigh standard, celui qui est né de l'institution respectable de Birkam. Birkam ont travaillé avec une méthode de la reconstitution linguistique, donc c'était, disons, dans la science. Le problème, c'est que le résultat de ce qu'ils ont appelé l'amazigh standard ne pouvait servir à rien. On retombe dans la question de la fonctionnalité sociale. Qu'est-ce qu'on fait de nom qu'on crée en laboratoire et qui n'est parlé par personne? Donc les Schler, dont la langue était la matrice de ce Tamazigh standard, ne parle pas cette langue. Mais quelqu'un qui parle déjà Schler, viens, je te réapprends ta langue maternelle.
sens. C'est vraiment un sens. Et chez les femmes, il y a le Talifit, il y a Talmudamid, il y a le Ahmed qui s'appelle Ahmed, le nom d'une tribu qui s'appelle Ahmed. Donc il y a tout un tas de variétés. Du coup, le Goutama des Marocains, donc de l'If, c'est à peu près le même Goutama que les Algériens. Donc, personnellement, quand je les entends, je comprends beaucoup. Je ne peux pas tout comprendre, mais je comprends vraiment beaucoup. Donc, la variation dans le domaine du groupe en Asie, elle est très importante. Et il n'est pas normal, selon mon point de vue, d'essayer d'imposer une langue unique. Peut-être que le développement de chacune des variétés dans son domaine, c'est-à-dire dans son domaine d'expression, Mozambique, le Chavis, les Kabiches, les Kabyle, etc., avec leur spécificité, leur développement aboutirait probablement à quelque chose de commun, on va savoir. Mozambique a fait Monsieur dictionnaire à plusieurs. de la laisser 1 heure de communication pour pouvoir mettre le débat. Je termine. Oui, c'est 10 minutes parce qu'il y a un temps ici. Oui, c'est pour permettre le débat parce qu'il sera plus riche. Oui, essayez de conclure. Bien sûr, désolé. Je l'ai mauvais rôle. Alors, je disais que Mozambique, à l'université de Ouattara, qui est informaticien, qui n'est pas linguiste, il a créé un plus, comment on appelle ça, une espèce de petite plateforme dans laquelle vous pouvez rentrer 4 variétés à la fois. Un dictionnaire à 4 entrées. Donc vous entrez par exemple kabyle français et vous pouvez choisir pour le même thème Mozambique français ou Mozambique Chaouia ou Mozambique, etc. Et c'est maintenant les plateformes informatiques, elles permettent, et l'intelligence artificielle appliquée au domaine de la description linguistique, permettent énormément ces facilités. Mais il y a un encadrement. Comme vous le voyez dans cette diapo, et j'ai parlé en dehors des diapos, c'est un défaut grave. Il est nécessaire d'établir des corpus, c'est-à-dire recueillir la langue telle qu'elle est parlée par ces langues. Et ensuite, suivre strictement les méthodes d'enquête sociolinguistique. Enfin, tout travail dans ce domaine doit passer par une instance de validation, qui est ce qu'on appelle un intellectuel collectif, qui peut être, par exemple, une académie, mais une vraie académie. C'est-à-dire 30 ans avec un entrée d'institution d'académie, à l'intérieur, il n'y a rien. Voilà. Avec ça, il est possible donc de reconstruire le champ de Tamazight, parce que les différentes variétés sont apparentées mais différenciées. Il faut reconstruire le champ d'usage de l'arabe algérien. Comme vous voyez, le terme lui-même, la dénomination, ce n'est pas un choix aujourd'hui, mais en même temps, refonder tout l'enseignement de l'arabe scolaire sur les méthodes didactiques correctes. Ça n'est pas une langue maternelle, ce n'est pas une langue première, c'est une langue seconde. Et donc la didactique qu'il lui faut, c'est la didactique des langues secondes. Et revoir ses contenus. Aujourd'hui, cet arabe-là, il est utilisé essentiellement pour la diffusion des discours conservateurs. Dernière phrase.
pas très longue. Les substitutions linguistiques à l'échelle de l'État font mal à l'État. On ne peut pas passer d'une société qui a une lutte francisante à l'indépendance, qu'on balaye comme ça du dos en main, pour faire toute une guerre pour l'arabisation, qui est finalement une arabisation idéologique, pour ensuite arrêter tout ça sans nous dire que en fait on s'était trompé quand on a voulu arabiser. Vous ne pouvez pas dire ça. Ah, maintenant on passe à l'anglais. Pour les gens qui ne connaissent pas, j'ai commencé ma vie comme professeur d'anglais. Aujourd'hui j'écris en anglais, je publie en anglais. Je n'ai pas de souci de langue anglaise. En plus, je pars à la retraite. Donc, je n'ai pas d'intérêt particulier sur ça. Vous ramenez la langue anglaise, non pas en complément de la langue française et de la langue arabe, mais en substitution. Vous enlevez la langue française, c'est-à-dire vous enlevez avec elle l'élite algérienne formée en langue française qui a accumulé des savoirs et des connaissances précieuses depuis fort longtemps. Donc ce sont des ruptures dans l'accumulation du savoir quand on change de langue. Alors, dernier point, c'est la langue anglaise. On ne peut pas l'apprendre en 6 mois et aller enseigner ou faire de la recherche en langue anglaise. Pour les gens qui font un peu de la didactique cognitive, par exemple, ils savent déjà que Vygotsky parlait d'un niveau qu'il appelait le CALP, C-A-L-P, Cognitive Advanced Language Proficiency. Les professeurs, les chercheurs ne parlent pas la langue courante. Mais du coup, j'ai un anglophone d'Angleterre, parce que c'est sa langue maternelle, il parle anglais, mais il ne peut pas enseigner. Ça n'est pas seulement les connaissances qui lui manqueraient. C'est un langage qui est très particulier et qu'on finit par... il devient consubstantiel au fonctionnement neurologique de notre cerveau. Donc peut-être qu'il faut de temps en temps faire attention, parce que le mal qui sera fait à la société peut être très dangereux. Merci beaucoup mes amis d'avoir participé. C'est lui qui a bien dit. Oui, c'est le Betcher. Et nous vous remercions, Monsieur Delali. Désolé si j'ai le mauvais rôle pour vous presser. C'est parce qu'il y a une contrainte temporelle. Il nous donne un timing et il faut respecter. Maintenant, on va passer à l'échange, au débat. Et après, ça sera suivi par une signature de quelques ouvrages ramenés par M. Delali Abdelbezar. Le débat est ouvert et on va commencer. Oui, Hassan. S'il vous plaît.